Bonsoir tout le monde. Merci effectivement de nous avoir rejoints ce soir pour discuter d'un tas de choses qui concernent l'insuffisance cardiaque. Et effectivement, vous savez qu'un des grands moments, enfin un des moments importants de l'ESC, c'est toujours la présentation de ces recommandations. Et on a pu découvrir en détail les recommandations 2021 sur l'insuffisance cardiaque. Alors, on a eu un parti pris qui était de surtout se focaliser sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche diminuée. On vous dira quelques mots de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite, mais on ne va pas vous parler de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et quand on regarde ces nouvelles recommandations, et quand on regarde le monde de l'insuffisance cardiaque, on se dit parfois c'est un peu de good, the bad and the ugly, c'est un peu le bon, la brute et le truand, et ceci n'a rien à voir avec les orateurs, c'est juste une réflexion assez générale. Alors, pour commencer, quelques points importants sur mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez lire ici pendant les quelques secondes de pause. Alors, une des choses qui est importante, c'est de pouvoir bien s'entendre sur la signification des mots qui sont utilisés par la Société européenne de cardio, qui définit deux éléments importants. Vous verrez que ça se retrouvera à peu près partout dans chacune des lignes que vous verrez, la plupart des lignes que vous verrez tirées de ces guidelines. Vous avez d'abord une classe de recommandation et vous avez un niveau d'évidence. La classe de recommandation va de la classe 1 à la classe 3 avec une utilisation d'un vocable qui est pour la classe 1, c'est recommandé ou c'est indiqué. Pour la classe 3, ça n'est pas recommandé et ça n'est donc pas indiqué. Et puis vous avez entre deux la classe 2A et la classe 2B. La classe 2B devrait être pris en compte et la classe 2A devrait être pris en compte et la classe 2A c'est pourrait ou peut être pris en compte. Donc vous avez une hiérarchie de la classe de recommandation, de la recommandation la plus élevée à la recommandation la plus forte, à la recommandation la plus faible ou la recommandation négative. Vous avez à côté de ça un niveau d'évidence ABC, selon que vous avez pour la classe A des données qui sont dérivées de plusieurs essais cliniques randomisés contrôlés ou de méta-analyses. La classe B, quand vous avez des données qui sont retirées d'un seul essai clinique randomisé contrôlé ou d'une large étude non randomisée ou de larges études non randomisées. Et le niveau d'évidence C, c'est l'expert's opinion, c'est ce qu'on appelle l'eminence-based medicine, et donc c'est basé en général sur des avis et des opinions d'experts. Autrement dit, vous pouvez avoir n'importe quelle combinaison de classes de recommandation et de niveau d'évidence. Vous pouvez avoir une classe de recommandation 1 indiquée avec une évidence C. Le bon exemple, c'est l'exemple de la transplantation cardiaque. Il n'y a pas d'essai clinique randomisé contrôlé qui compare la transplantation cardiaque avec rien dans le domaine qui nous occupe. Vous pouvez avoir évidemment toutes les autres combinaisons possibles. Donc, une fois que ceci est bien acquis, je voudrais juste commencer par insister sur les 5 nouveaux concepts qui ont été proposés par la Task Force Committee et on peut discuter après du processus de construction des guidelines. Donc, le premier élément important, c'est qu'on a supprimé ce terme horrible d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection mid-range. C'est devenu maintenant insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection modérément réduite, ce qui a complètement du sens quand on utilise la fraction d'éjection pour phénotyper les patients. Évidemment, c'est un élément qui est très important et qui va dans le sens de ce que l'on va voir dans les années qui viennent, c'est-à-dire une définition un petit peu plus universelle de l'insuffisance cardiaque. Il y a des éléments très nouveaux sur les cardiomyopathies, en particulier sur la partie génétique et le traitement. Malheureusement, ça va être assez difficile de couvrir cette partie-là, mais si vous êtes demandeur, on peut très bien réorganiser une nouvelle session qui peut s'intéresser à des parties qui ne seront pas couvertes au cours de cette réunion. Il y a une classification modifiée de l'insuffisance cardiaque aiguë. On a ajouté des indicateurs de qualité pour finalement évaluer la performance non seulement des cliniques de l'insuffisance cardiaque, mais aussi de la prise en charge globale de l'insuffisance cardiaque en dehors des cliniques. C'est un élément très important. En Belgique, on est un petit peu préservé pour le moment, mais ça va nous arriver probablement dans les années qui viennent. Et enfin, et probablement que c'est le plus important, on a de nouveau au pluriel algorithmes thérapeutiques. On a un algorithme thérapeutique général qui est simplifié. On a un algorithme thérapeutique qui dépend des phénotypes, et ça, Olivier vous en parlera dans quelques minutes, et on a
un algorithme thérapeutique ou des propositions pour les comorbidités, les patients qui présentent des comorbidités en dehors des comorbidités cardiovasculaires. On va parler des diurétiques, on va parler aussi, et on pourra parler de l'insuffisance rénale et d'autres comorbidités importantes qui sont souvent retrouvées chez les insuffisants cardiaques. Moi, je vais vous parler de deux choses. Enfin, plutôt, l'exposé va être structuré en deux parties. Je vais d'abord vous parler des nouveautés dans la définition et le diagnostic, et puis je vous parlerai de la prise en charge en première ligne, et Olivier prendra le relais à partir de là. La définition de l'insuffisance cardiaque, alors ça paraît trivial de le rappeler, mais ça reste quand même important, est basée sur trois éléments importants, qui sont les signes et les symptômes qu'on connaît bien, le niveau d'insuffisance cardiaque, le niveau de fraction d'éjection, et pour l'insuffisance à fraction d'éjection préservée, la présence ou l'absence d'anomalies structurelles au niveau cardiaque. C'est très facile pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, symptômes et signes, et fraction d'éjection inférieure ou égale à 40%, modérément réduite quand on est entre 41 et 50 et 49, et insuffisance cardiaque à FEVG préservée quand on a une fraction d'éjection supérieure ou égale à 50%, mais il faut aussi mettre en évidence des modifications cardiaques structurelles ou fonctionnelles, quelles qu'elles soient, avec la présence de signes de dysfonction, d'anomalie de la fonction diastolique du VG, d'augmentation des pressions de remplissage, et ça inclut aussi une augmentation des peptides natriurétiques. Et pour prendre un exemple, vous pouvez avoir de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée quand vous avez une FEVG supérieure ou égale à 50%, des signes échos d'élévation des pressions de remplissage, mais un NT-proBNP normal. Donc c'est très important d'avoir dans l'idée cette trinité finalement, signes, symptômes, niveau de FEVG et la présence ou l'absence de cardiopathie structurelle. J'en profite pour glisser deux éléments importants dans l'utilisation des définitions. On parle de CHF, Chronic Heart Failure. Vous voyez qu'on ne parle pas de Congestive Heart Failure. C'est vraiment l'insuffisance cardiaque chronique quand un patient a un diagnostic établi d'insuffisance cardiaque ou lorsqu'il a ou elle a une apparition de symptômes qui est plus graduelle. Par opposition, acute heart failure, quand on a une présentation qui est une présentation plus aiguë en quelques jours. Et donc, on a alors les termes de compensation et décompensation sur lesquels on pourra revenir. Mais donc, CHF, Chronic Heart Failure, insuffisance cardiaque chronique, c'est vraiment cette idée de diagnostic qui a été déjà établi ou une apparition globale des symptômes par rapport à l'insuffisance cardiaque aiguë qui est une apparition plus brutale de ces symptômes. Les étapes importantes pour faire le diagnostic, vous les connaissez, donc ça part par une suspicion. On peut avoir des facteurs de risque, on a nos signes et nos symptômes, on a le plus souvent, dans plus de 90% des cas, des anomalies électrocardiographiques, et les deux étapes importantes, c'est soit et ou l'utilisation de biomarqueurs, en particulier le NT-proBNP, supérieur ou égal à 125 picogrammes par millilitre, ou le BNP, si vous préférez l'utiliser, supérieur ou égal à 35 picogrammes par millilitre. Et la deuxième étape, c'est la réalisation de l'échocardiographie. L'écho va vous donner évidemment des images de la présence ou l'absence d'une cardiopathie structurelle, mais surtout, vous allez pouvoir déterminer par l'évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche à quel phénotype de patient vous avez affaire. Il y a évidemment des situations où vous avez une présentation qui est tellement évidente que vous n'avez presque pas besoin du dosage de NT-proBNP. C'est le cas du malade qui arrive à votre consultation avec de l'orthopnée, des édèmes des membres inférieurs. Là, vous n'avez pas nécessairement besoin en tout cas pour des questions diagnostiques, des biomarqueurs, vous pouvez directement passer à l'écho. Pour nous, en tant que cardiologue, c'est évidemment plus facile qu'en médecine générale ou en médecine d'urgence. Mais néanmoins, c'est un élément qui est important dans la prise en charge. Si vous n'avez pas d'augmentation du NT-proBNP, et si l'écho ne vous montre pas d'anomalie structurelle, on peut penser que l'insuffisance cardiaque est peu probable et qu'il faut envisager d'autres causes, par exemple à la dyspnée. Donc on sait bien que l'insuffisance cardiaque, c'est un des diagnostics différentiels de la dyspnée expliquée. Donc NT-proBNP négatif, écho normal ou pas d'anomalie échocardiographique, le ruling out, donc l'exclusion du diagnostic est quand même avec une valeur prédictive négative qui est proche de 100%. Et puis à partir de votre fraction d'éjection, vous allez pouvoir déterminer à quel phénotype d'insuffisance cardiaque vous avez affaire, réduite, modérément réduite ou préservée. Et puis ensuite, vous allez avoir l'étape suivante qui sera très importante, qui sera de déterminer l'étiologie de l'insuffisance cardiaque et de vous embarquer dans le traitement. L'étiologie, c'est très important.
Et c'est rendu un petit peu plus compliqué en ce qui nous concerne par le fait qu'il y a un élément qui est très important dans le diagnostic différentiel et aussi dans la prise en charge des patients, c'est le poids des comorbidités dans l'insuffisance cardiaque. Et on sait que plus des 3/4 des patients, ou en tout cas les 3/4 des patients, ont un autre cofacteur qui peut contribuer soit aux symptômes, soit à l'insuffisance cardiaque. Et parmi ceux-ci, il y a des facteurs qui sont potentiellement modifiables et qui sont assez systématiquement associés à l'insuffisance cardiaque. Le premier, c'est le diabète, mais vous avez aussi l'hypertension, les maladies valvulaires, la surcharge pondérale. Alors là, j'ai le sexe, on ne peut pas le modifier, sauf en Californie. L'hypertrophie ventriculaire gauche et l'ischémie myocardique sont des éléments qui sont associés très fréquemment à l'insuffisance cardiaque et qui doivent nous amener à augmenter notre suspicion de diagnostic quand ils sont présents. Et ça va avoir une influence dans notre prise en charge, puisque dans l'évaluation initiale, on devra, chez un patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, de novo, s'assurer qu'il n'y a pas une étiologie qui est potentiellement réversible. Et c'est probablement a priori, lors d'un premier diagnostic, plus important que de faire une coronarographie initiale, comme c'est souvent réalisé. Vous verrez que la coro initiale a été dégradée en classe de recommandation 2B, uniquement chez les patients qui ont déjà des facteurs qui font penser à un risque élevé de maladie coronaire ou d'ischémie. Et ces étiologies qui sont potentiellement réversibles, dans l'ordre, finalement c'est dans n'importe quel ordre de fréquence, mais c'est la cardiomyopathie alcoolique qui peut évoluer favorablement après l'abstinence, la myocardite virale évidemment, ça c'est un point important, le syndrome de Takotsubo, la cardiomyopathie du péripartum et la tachycardiomyopathie. Donc, ces 5 entités, ces 5 causes d'insuffisance cardiaque de novo sont des causes qui sont potentiellement réversibles. Et à côté de ça, vous avez des comorbidités dans la tachycardiomyopathie. On peut mettre la thyrotoxicose et l'hyperthyroïdie, évidemment. L'autre élément qui est important, outre l'exclusion des causes qui sont potentiellement réversibles, c'est l'identification rapide et la prise en charge des comorbidités. On sait que leur prise en charge est associée à une meilleure évolution et là, l'approche multidisciplinaire est importante. C'est le cas du diabète, des pathologies respiratoires, de la carence en fer et de cette situation qui combine la fragilité et la cachexie, qui sont des éléments importants pour déterminer l'évolution d'un insuffisance cardiaque, indépendamment du diagnostic qui a été réalisé. Alors, pour les tests diagnostiques, vous avez ici un test qui est recommandé avec un niveau d'évidence B, donc c'est toutes des classes de recommandation 1, donc c'est recommandé. Niveau B pour le NT pro BNP, le BNP, et expert opinion, mais on se dit que cette opinion d'expert, finalement, c'est du gros bon sens paysan, c'est l'électro, la radiographie de thorax et l'échographie transthoracique, évidemment. Et puis, vous avez tous les tests de routine qui sont réalisés pour évaluer les comorbidités, en particulier l'évaluation du diabète et la présence d'un diabète et le statut de carence martiale ou non. Donc ça, c'est très important aussi dans votre bilan et dans notre bilan initial. Une fois que vous avez fait ça, que votre diagnostic d'insuffisance cardiaque comme syndrome est posé, vous avez besoin de tests en plus pour déterminer de tests diagnostiques qui vont vous aider, nous aider à déterminer la cause de l'insuffisance cardiaque. Évidemment, ces tests vont être utilisés de façon différente selon le scénario clinique, la présentation et le niveau de suspicion. Je vous prends ici 2 tests importants qui sont des tests non invasifs, c'est l'IRM d'un côté et le test d'effort, donc l'ergospirométrie. L'IRM, clairement, chez les patients chez lesquels vous avez des difficultés à avoir une fenêtre acoustique, même si vous arrivez plus ou moins à évaluer la fraction d'éjection, il y a quand même des pathologies structurelles, on pense à l'amyloïdose, la cardiopathie par non-compaction, ce sont des patients pour lesquels on a besoin d'avoir un élément supplémentaire pour l'IRM. Donc, vous avez toutes ces pathologies infiltratives, vous avez la mauvaise fenêtre acoustique qui sont des causes d'insuffisance cardiaque qu'il faut pouvoir détecter parce que c'est important pour le pronostic, mais c'est aussi important pour le traitement. Détecter une amyloïdose, vous n'allez pas avoir le même traitement et la même prise en charge qu'un patient avec une pathologie coronarienne. L'ergospirométrie, le niveau de recommandation est très élevé pour l'évaluation pour la transplantation cardiaque et ou l'implantation des pompes d'assistance. Vous voyez que c'est une classe de recommandation 1.
on estime quand même que pour la prescription de l'effort physique et pour identifier la cause de dyspnée, parfois on a un peu de mal à faire la part des choses, c'est un test qui peut nous aider. Donc, c'est should be considered, donc on devrait le prendre en charge dans ces situations un petit peu incertaines. On a enfin 2 tests invasifs. Vous avez un niveau une classe de recommandation 1 pour la coronarographie chez des patients qui ont la persistance de douleur, dont la clinique est une clinique de douleur thoracique typique malgré une intervention pharmacologique et ou le traitement d'arythmie. Là, on a des éléments qui nous permettent d'indiquer la coronarographie. En revanche, 2B, c'est may be considered chez des patients, donc comme test initial, ce sont chez des patients chez lesquels il y a une forte suspicion que la maladie coronarienne pourrait être la cause de l'insuffisance cardiaque, soit par la présentation clinique ou bien par la réalisation de tests qui semblent déterminer qu'il y a une ischémie. Autrement dit, la coronarographie, ce n'est pas le premier test à réaliser chez un jeune patient de 30 ans, une jeune patiente de 30 ans qui vient aux urgences sans facteur de risque cardiovasculaire. C'est un examen que vous pouvez envisager si vous avez de fortes chances de penser qu'il pourrait y avoir une revascularisation comme traitement de la cause sous-jacente. L'autre élément, c'est la biopsie myocardique. Et on voit, et ça c'est intéressant pour ceux qui, comme Olivier et moi, avons suivi le mouvement pendulaire en faveur et contre la biopsie endomyocardique. Maintenant, on est arrivé à un grade 2A, donc c'est should be considered, devrait être envisagé chez des patients qui ont une évolution d'insuffisance cardiaque rapide, malgré un traitement standard, pour orienter le diagnostic spécifique. Et donc, on peut reprendre ce qui peut être détecté par la résonance, et on peut reprendre aussi l'hypothèse des myocardites. On fait de plus en plus de biopsies chez les patients chez lesquels il y a une suspicion de myocardite. Le SARS-CoV-2 et le COVID-19 nous ont appris que c'était un élément important dans nos diagnostics différentiels. Petite comparaison de ce qu'on disait en 2016 par rapport à ce qu'on disait en 2021. Vous voyez que la coronarographie, c'était une recommandation de classe 2A, pardon, on est maintenant en classe 2B en 2021. Le cathétérisme cardiaque droit comme test diagnostique est aussi passé de 2A à 2B, uniquement chez des patients pour lesquels on a une difficulté à équilibrer la situation, qui sont candidats à des thérapies peut-être plus avancées, remplacement valvulaire, TAVI, etc., ou quand il y a un diagnostic différentiel avec une autre cause qui est posée. Et vous voyez que le petit nouveau qui arrive de 2B à 2A, c'est le scanner coronaire. Et ça peut être un examen qui est utile chez les patients qui ont une probabilité pré-test faible ou intermédiaire de maladie coronarienne, ou des patients chez lesquels les tests non invasifs ne sont pas concluants. Mais donc, il faut quand même avoir une probabilité pré-test pour réaliser un scanner coronaire. Alors, passons au traitement de première ligne. C'est bien, on a fait notre diagnostic, on a un patient avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Alors, je vous montre ceci, vous l'avez certainement déjà vu dans plusieurs de nos topos parce qu'on utilise cette référence, Burnett et collaborateurs. C'est une étude intéressante parce que, en fait, ce n'est pas une étude, c'est une méta-analyse en réseau de la mortalité toute cause en comparant comparant les essais cliniques randomisés contrôlés contre placebo. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a ajouté un traitement, ici on était avec les IEC seuls, les Artans tout seuls, et puis on arrive ici avec l'étude Paradigme en 2017 où on voit que l'association ARNI bêta-bloquant, antagoniste des récepteurs de l'aldostérone, permet de déplacer encore plus vers la gauche ce bénéfice en termes de mortalité toute cause. Et on parle bien de mortalité toute cause et pas de réduction d'hospitalisation. Donc on voit les progrès qui sont réalisés, essais cliniques après essais cliniques, et qui soutiennent finalement, c'est la colonne vertébrale du traitement de l'insuffisance cardiaque que nous utilisons aujourd'hui. Depuis les guidelines 2016, vous savez qu'il y a plein d'études qui ont été réalisées. C'est de nouveau ce mouvement pendulaire où on n'a rien pendant 10 ans et tout d'un coup, on a sur une année des publications de grands essais cliniques randomisés contrôlés. Avec les inhibiteurs SGLT2, on a 3 essais cliniques, mais surtout DAPA-HF et Emperor Reduced.
l'étude soloiste est un peu particulière. L'étude a été arrêtée avant la fin et l'analyse a été faite avec un petit bricolage statistique, mais elle va dans le sens du flux en faveur des inhibiteurs SGLT2. Vous avez un essai clinique avec un agent stimulant la guanylate cyclable soluble, mais Olivier vous en parlera, c'est l'étude Victoria avec le vériciguate, et vous avez un activateur de la myosine avec l'omecamtiv mecarbil dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. Et donc, ces études sont importantes parce que c'est celles-ci, entre autres celles-là, qui ont été utilisées pour déterminer notre stratégie thérapeutique. Je vous ai fait ici un petit tableau qui montre finalement qu'avec chacun de ces essais cliniques, on couvre l'ensemble de la population insuffisant cardiaque, des patients stables symptomatiques dans Paradigm, dans DAPA-HF et dans PROR, des patients plus sévères avec Victoria et Galactic-HF. Et vous voyez, la réduction de risque, elle se situe à peu près n'importe où. Alors, c'est vrai que 8 à 10% pour Galactic et Victoria pour la mortalité toute cause, ou le critère de jugement primaire, c'est un peu moins bien que les 25, 24 et 20% qu'on a obtenus avec les doses. On ne va pas rentrer ni débattre maintenant de la raison pour laquelle c'est comme ça, mais il y a beaucoup de bonnes raisons qui expliquent cette différence entre les essais cliniques. Mais néanmoins, ce que vous voyez ici, c'est finalement un panel de patients qui a été inclus dans plusieurs essais cliniques randomisés contrôlés, ce qui nous amène à proposer cet algorithme thérapeutique qui commence avec, chez tous les malades avec des symptômes. Donc, on a laissé de côté la classe fonctionnelle. C'est une classe 1 pour ACE inhibiteur ARNI, bêta-bloquant, antagoniste des récepteurs de l'aldostérone et inhibiteur SGLT2 avec des diurétiques. Ça, Laurence vous en parlera tout à l'heure. C'est un des traitements les plus importants, probablement, parce que c'est celui qui vous permet d'introduire les autres. Donc, on va commencer par décongestionner les patients et puis ensuite, on va aller dans l'implémentation des traitements. Donc, vous avez les 4 fantastiques qui sont représentés ici. C'est ces 4 classes médicamenteuses qui sont à utiliser en première ligne pour tous les patients. Et puis ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, Olivier va en parler. En fonction de votre phénotype, en fonction de votre fraction d'éjection, vous allez avoir l'implantation ou pas l'implantation d'un device. Vous allez avoir d'autres interventions. Quelques malades peuvent bénéficier d'ivabradine, d'autres pourraient éventuellement bénéficier de vériciguate, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais m'arrêter au traitement de base. Vous avez ici cette classe de recommandations, donc pour finalement, je disais les 4, mais les 5, si on peut mettre l'ARNI de l'association sacubitril/valsartan dans une case un petit peu à part, mais vous avez des recommandations qui sont fortes pour les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, l'ADAPA ou l'empagliflozine et l'association sacubitril/valsartan, avec un niveau d'évidence qui est différent. Vous allez avoir un niveau d'évidence A pour les IEC, pour les bêta-bloquants et pour l'ADAPA et l'empagliflozine, même chose pour la MRA. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs essais cliniques randomisés contrôlés. Et pour l'association sacubitril/valsartan, vous avez le grand essai clinique Paradigm-HF. Alors, quelques points importants très pragmatiques. Les bêta-bloquants, chez les patients stables, euvolémiques, avec un traitement à faible dose et une augmentation graduelle jusqu'à la dose maximale tolérée. Les inhibiteurs de SGLT2, attention chez des patients qui ont des diabètes de type 1, qui ont des diabètes de type 2, quand il y a d'autres médicaments hypoglycémiants qui sont utilisés, un peu moins l'insuline, mais le gliptine en particulier, et chez des patients qui reçoivent des diurétiques, parce qu'il y a un effet first pass diurétique assez important qui peut être associé à des effets indésirables. Et enfin, vous avez l'association sacubitril/valsartan qui est recommandée chez des patients avec des symptômes qui persistent sous IEC, mais qui peut aussi être utilisée en première ligne. C'est une classe 2B, c'est une nouveauté par rapport aux précédentes recommandations qui ignoraient cette possibilité d'utiliser cet agent en première ligne. Un point important, tous les médicaments ne se valent pas, tous les médicaments n'ont pas été testés et tous les médicaments ne sont pas interchangeables. Vous avez ici la liste des traitements qui ont été validés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Peut-être qu'il y en a d'autres. Il y a peut-être d'autres IEC, peut-être d'autres bêta-bloquants et peut-être d'autres inhibiteurs de SGLT2 qui sont efficaces dans d'autres situations. Mais dans l'insuffisance cardiaque, vous avez
les 5 qui sont repris pour les IEC, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril et trandolapril. Vous avez l'association sacubitril/valsartan comme ARNI. Dans les bêta-bloquants, bisoprolol, carvedilol, succinate de métoprolol, nébivolol, et plérénone, spironolactone pour les antagonistes de l'aldostérone et des récepteurs de l'aldostérone. Et pour les inhibiteurs SGLT2, vous avez DAPA et empagliflozine. Un point important, c'est que l'objectif doit vraiment être que les malades reçoivent en temps et en heure les doses maximales tolérées de chacune de ces molécules. Ça veut dire qu'on va commencer petit et puis on va petit à petit augmenter et titrer les traitements de façon à ce que les patients aient la dose maximale tolérée. Il vaut peut-être mieux que les malades aient les 4 fantastiques ensemble à des doses qui sont peut-être un petit peu plus faibles plutôt que d'omettre une voie d'action. Et je voulais juste vous montrer ce qui se passe quand on ne titre pas les inhibiteurs RAS ou quand on ne titre pas les bêta-bloquants. C'est une étude qui a été faite par nos collègues du ZOL et Genk qui montre clairement que chez des patients pour lesquels on a un suivi après la sortie de l'hôpital, vous avez une meilleure survie ou mortalité toute cause ou admission pour insuffisance cardiaque si vous titrez les traitements par rapport au fait de ne pas titrer les traitements, quelle que soit la raison. Parfois, les malades sont hypotendus, parfois, les malades décèdent, malheureusement, mais il y a beaucoup de raisons qui ne sont pas des raisons légitimes qui empêchent la titration des médicaments. Alors, comment on va faire dans ce grand tout pour déterminer la séquence des événements? J'aime bien cette séquence d'événements et ce trajet de soins qui correspond bien à ce qu'on voit le plus souvent à l'hôpital, en tout cas chez des patients qui sont hospitalisés pour de l'insuffisance cardiaque aiguë. Dans la phase aiguë, l'objectif numéro 1, ça va être de stabiliser le patient et de faire en sorte de le décongestionner. Et là-dessus, c'est les diurétiques qui fonctionnent le mieux. Puis, quand on va s'approcher une fois que le malade sera récompensé, on va pouvoir passer à la transition vers les traitements oraux. Et la première ligne, la plus logique, serait d'utiliser ARNI ou inhibiteur de l'enzyme de conversion avec un antagoniste des récepteurs de l'endothéline. On a la spironolactone, on a la pyrénone en Belgique, vous choisissez celle que vous préférez, ça a probablement relativement peu d'importance. Plus on va se rapprocher du moment où on est vers la sortie de l'hôpital, on commencera à utiliser le bêta-bloquant, le patient sera stabilisé, sera décongestionné et on pourrait envisager à ce moment-là l'utilisation d'un inhibiteur SGLT2. Et ce qui est important, c'est de programmer les visites de suivi pour réaliser la titration de tous ces traitements qui sont recommandés par la Société européenne de cardio. Et ça ne se fait pas à 3 mois, ça se fait à 10 jours, 15 jours et des consultations répétées pour assurer la titration à bonne dose. Il faut qu'entre 6 semaines et 3 mois, votre patient soit à un traitement qui soit équilibré avec les 4 traitements qui sont recommandés par la Société européenne de cardio. Je termine sur l'aspect pluridisciplinaire, avant-dernière diapositive. Clairement, vous voyez le niveau d'évidence, là, on est à un niveau d'évidence A pour proposer la prise en charge des patients dans des structures pluridisciplinaires, d'avoir des stratégies de self-management, d'avoir des systèmes de contrôle basés au domicile dans lesquels on peut inclure les médecins généralistes d'ailleurs, pas que les infirmières des cliniques d'insuffisance cardiaque, mais aussi nos collègues généralistes pour assurer la titration des traitements, assurer un suivi de qualité et une recommandation assez forte aussi pour la réalisation, enfin pour l'inclusion dans des programmes d'insuffisance de revalidation. Alors, le bon, la brute et le truand. Ben oui, parce que finalement, on arrive aujourd'hui à définir un syndrome clinique d'insuffisance cardiaque avec des phénotypes qui vont varier, qui dépendront de la fraction d'éjection. On n'y est pas encore. On va probablement avoir d'autres implémentations vers justement un phénotypage peut-être un peu plus précis et la définition une définition universelle de l'insuffisance cardiaque. Deuxième étape, c'est quand vous avez fait le diagnostic, le traitement doit être initié au moment où vous avez posé le diagnostic d'insuffisance cardiaque, avec une combinaison des 4 fantastiques, avec une approche qui va être une approche assez pragmatique, avec plutôt un traitement qui sera rapidement séquentiel et l'inclusion des patients dans un programme de prise en charge multidisciplinaire, la prise en charge des comorbidités et surtout le plus important, au moment de la sortie de l'hôpital ou même à la consultation, il faut que vous ayez un plan de traitement qui soit extrêmement clair, avec des objectifs qui sont précis. Il faut amener le patient
dans le jeu, si je peux dire les choses comme ça. Je dois vous dire un truc important, c'est que contrairement à beaucoup de recommandations en cardio, plus de 90% des recommandations thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque sont basées sur des essais cliniques randomisés contrôlés. Et donc, toutes ces recommandations que je vous ai montrées et qu'Olivier va vous montrer par la suite sont des recommandations qui sont extrêmement fortes. Et je vais m'arrêter là, arrêter de partager mon écran et passer la parole à Olivier qui va donc rebondir sur l'algorithme thérapeutique après le Fantastic Four. Olivier, c'est à toi. Voilà, donc je prends un peu la parole après ton exposé. Je te remercie beaucoup de cette introduction, mais beaucoup aussi de ton exposé qui était comme d'habitude très clair. Et pour essayer un petit peu de continuer cette quête de Saint Graal, qui est le traitement de l'insuffisance cardiaque, quête qui existe depuis très longtemps. Et on a finalement progressé un petit peu depuis, je dirais, le Moyen-Âge avec des textes préhistoriques. Et a fortiori, plus les guidelines se sont affinés, plus on a pu améliorer un petit peu le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et voilà, 2021, on a la nouvelle mouture des guidelines de l'insuffisance cardiaque que Jean-Luc vous a déjà esquissé dans son départ et que je vais essayer pas tout de vous montrer parce que c'est impossible. Ces guidelines, c'est un texte qui est finalement une librairie. On pourrait passer des heures à tout expliquer, mais je vais me centrer un petit peu sur quelques éléments. Alors, comme Jean-Luc vous l'a bien dit, on part maintenant sur une idée de 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et je pense qu'un élément quand même important avec ces 4 piliers, c'est qu'avant, dans les guidelines précédents, on avait une espèce d'approche séquentielle qui prenait des semaines, des mois à arriver à avoir un traitement complet. Je pense que dans les guidelines maintenant, non seulement les GLD2 inhibiteurs se sont ajoutés, mais on a une approche où on doit arriver à mettre les 4 en un mois. Jean-Luc a dit 3 mois. Idéalement, les 4 dans le délai le plus court possible. Alors, à côté de cette approche, ce que j'aime bien dans les nouveaux guidelines, c'est l'approche phénotypique du traitement de l'insuffisance cardiaque à fonction ventriculaire gauche réduite. Alors, cette dia vous synthétise un petit peu cette approche phénotypique avec des traitements qu'on donne chez tous les patients, les 4 fantastiques ou les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment très important. Puis, en fonction d'une sélection des patients, en fonction de leur phénotype, on va pouvoir affiner le traitement, que ce soit par des médications, que ce soit par certains devices, et on arrivera après, chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque sévère, à discuter un petit peu insuffisance cardiaque, transplantation cardiaque, ou voire même des systèmes d'assistance cardiaque. Jean-Luc a insisté, mais je réinsiste parce que c'est quand même à nous deux une vieille marotte. Les cliniques de l'insuffisance cardiaque, la revalidation cardiaque reste un élément important pour tous les patients en insuffisance cardiaque. Et cette approche un petit peu de phénotypage, de profilage des patients vient un petit peu de ce papier de position paper qui a déjà été publié il y a pas longtemps, où finalement, quand vous avez le patient, le diagnostic qui est fait, suivant un petit peu son phénotype qu'on peut définir en termes de pression artérielle, qu'on peut définir en termes de fréquence cardiaque, qu'on peut définir en termes de fibrillation oculaire ou pas, ou encore en termes de présence d'une altération plus ou moins importante de la fonction rénale, on peut un petit peu affiner et voir un petit peu dans quel ordre et dans quel on peut commencer les 4 fantastiques ou les 4 piliers et continuer un petit peu à adapter le traitement. Les 4 importants, je ne reviens pas sur ça, mais on peut un petit peu jouer, et je pense que l'intelligence artificielle va certainement venir après, dans ce position paper qui montrait finalement que suivant que votre patient est plus ou moins tachycarde, plus ou moins hypertendu, hypotendu, qui est en FA ou pas, ou avec une rétention, vous pouvez affiner un petit peu le type de traitement et ajouter toutes ces médications. Et vous voyez déjà que suivant la fonction rénale, on peut déjà, même les nouveaux médicaments comme le vericiguat ont été introduits. Et en fait, dans cette approche phénotypique, je pense qu'il est important de voir un petit peu que vous avez évidemment les 4 piliers principaux, mais en fonction des comorbidités, en fonction des phénotypes, vous pourrez ajouter d'autres médicaments.
Et le petit dernier qui est arrivé dans cette médication, je n'ai pas le temps de tout détailler, toutes les possibilités qui existent, mais le petit dernier qui est arrivé est en fait qui n'est pas encore disponible en Belgique, mais qu'on espère arrivera un jour en Belgique, c'est le Vericiguat. Jean-Luc vous en a touché un petit mot. Et en fait, le Vericiguat, c'est une médication qui stimule la guanylylcyclase soluble, et ce qui permet d'avoir des effets bénéfiques en augmentant le GMP cyclique, de vasodilatation, d'anti-inflammatoire, réduction de la fibrose. Et cette médication a été validée dans l'étude Victoria avec une réduction de 10%, modeste mais quand même significative, chez des patients quand même aussi très malades. Et le Vericiguat est arrivé dans les guidelines avec classe de recommandation 2B, donc peut être considéré, et en fait, il est considéré essentiellement chez des patients qui ont une aggravation de la fonction rénale, de la congestion d'insuffisance cardiaque, après éventuellement une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Seulement cité dans les guidelines, mais sans encore de classe vraiment de recommandation, non encore disponible, et c'est la première fois en fait qu'on a un médicament inotrope positif qui a prouvé un effet positif dans l'insuffisance cardiaque. Toutes les études avec des médications inotropes dans l'insuffisance cardiaque déjà antérieures se sont toutes cassées la figure royalement. C'est la première fois que je vois, en fait c'est une nouveauté, une étude avec un médicament inotrope qui est un activateur de la myosine, qui a encore un nom impossible à prononcer, l'omecamtiv mecarbil. J'espère que son nom commercial sera plus facile à retenir, mais finalement le concept, c'est qu'en activant la myosine, vous avez plus de puissance. L'union fait la force, c'est vraiment également une devise belge. Cette médication a été validée dans l'étude galactique avec une réduction, je dirais, de l'ordre de 10% dans l'indice composite. Ces deux médications, Vericiguat et l'omecamtiv mecarbil, ne sont pas encore disponibles, mais le Vericiguat est déjà dans les guidelines et parfois il y a peut-être moyen, dans un usage compassionnel, d'en obtenir un petit peu. Dans cette approche, je passe rapidement sur ce point qu'on a déjà parlé, la revalidation cardiaque, l'approche pluridisciplinaire, pour arriver et centrer la fin de mon exposé sur des éléments importants. Dans l'approche phénotypique, il y a, suivant certaines caractéristiques qu'on va un petit peu détailler davantage, les devices qui sont pacemakers de resynchronisation et les défibrillateurs. Et je pense que je vais détailler ça un petit peu davantage. Et le second point que je vais détailler par la suite, c'est les patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée. Et chez ces patients-là, chez cette sélection de patients, je pense que la transplantation cardiaque, les assistances cardiaques doivent être prises comme option en considération. Alors, je vais commencer donc à parler un petit peu des défibrillateurs, des techniques de resynchronisation. Alors, je pense que si on reprend l'algorithme de la Société européenne de cardiologie, vous voyez qu'après les 4 piliers, les 4 fantastiques, vous voyez que une fois que vous avez optimalisé le traitement et que vous avez une fonction ventriculaire gauche qui reste altérée, vous pouvez considérer les défibrillateurs. Chez les patients avec des QRS larges de type bloc de branche gauche qui sont en rythme sinusal, la resynchronisation est une bonne option. Et dans ces guidelines, je pense que 2 accents différents ont été mis. Le premier, en ce qui concerne les défibrillateurs, l'accent a été mis sur les patients essentiellement qui ont une cardiomyopathie ischémique. Là, on est dans la classe 1 et ça reste en classe 1. Par contre, on a un petit peu rétrogradé les cardiomyopathies non ischémiques. La resynchronisation, on a un petit peu mis l'accent sur les patients qui ont un QRS très large et rétrogradé un petit peu les patients avec un QRS plus étroit. Alors, voilà un petit peu les guidelines purs et durs. D'abord, en ce qui concerne les défibrillateurs implantables. Alors, évidemment, ce qui ne change pas,
c'est la prévention secondaire. Un patient, évidemment, qui a déjà fait la triste expérience d'une arythmie ventriculaire et qui en a survécu, qui en a récupéré, qui a pu être traité. Dans l'absence de cause réversible, ça reste une indication de classe 1A, donc en prévention secondaire, il n'y a pas à discuter. La seule petite nuance, c'est évidemment la phase précoce après un infarctus du myocarde. En prévention primaire, donc chez les patients à risque, le patient avec une cardiomyopathie ischémique reste, et une mauvaise fonction ventriculaire gauche, reste une indication de 1A, et il y a deux limitations, c'est que c'est après 3 mois d'un traitement médical bien conduit, où on a optimalisé les fameux 4 piliers de l'insuffisance cardiaque, et on exclut la période précoce après un infarctus du myocarde. Ça était déjà dans les guidelines précédents. Par contre, dans les nouveaux guidelines 2021, vous voyez que les cardiomyopathies non ischémiques, et sont bonne partie liées au registre scandinave, ont été rétrogradées en classe 2A. Et donc, en cas de persistance d'une fonction ventriculaire gauche inférieure à 35%, malgré un traitement médical bien conduit, vous pouvez certainement considérer cette option, mais on est passé en classe 2A, devrait être considéré et voir un petit peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est moins net que pour les cardiomyopathies ischémiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est concernant la resynchronisation? Je pense que la resynchronisation, la bonne indication quand même, et les guidelines le soulignent, c'est vraiment le patient en rythme sinusal avec une fraction d'éjection qui reste inférieure à 35% malgré un traitement médical bien conduit, les 4 fantastiques et les autres. Et vous voyez que le degré d'évidence 1A n'est accordé qu'à des QRS supérieurs ou égales à 150 millisecondes. Les QRS, le bloc de branche gauche, je dirais un petit peu plus borderline, entre 130 et 150, ont été un petit peu rétrogradés en 1B. Les autres patients, le degré d'évidence, que ce soit qui n'ont pas un bloc de branche gauche ou un autre, le degré d'évidence est, je pense, nettement moindre. Nouveauté également dans les guidelines, c'est que si vous avez un patient avec une mauvaise fonction ventriculaire gauche, certainement, et qu'une option de pacing est envisagée, pas à cause de l'insuffisance cardiaque, mais une option de pacing est envisagée parce qu'il a un degré de trouble de conduction important, et bien chez ces patients-là, ça devient indication de 1A de considérer d'emblée une resynchronisation plutôt qu'un pacing ventriculaire droit, je dirais, à l'ancienne. Par contre, chez les patients qui ont un QRS qui était étroit, la CRT n'est pas recommandée chez les patients qui n'ont pas d'indication de pacing. Donc là, je pense que c'est clair. C'est si vous avez eu un pacing à faire chez un patient qui a une mauvaise fonction cardiaque, allez vers la resynchronisation. S'il n'y a pas d'indication de pacing, je pense que le patient n'a pas besoin d'un pacemaker. Alors, je vais finir un petit peu cet exposé en m'attardant un petit peu sur un sujet qui me tient quand même pas mal à cœur, c'est l'insuffisance cardiaque avancée. Et je pense que les nouveaux guidelines de l'insuffisance cardiaque ont bien précisé cette nouvelle entité et on a un petit peu avancé dans la prise en charge. Alors, qu'entend-on exactement par insuffisance cardiaque avancée? Il y a maintenant des critères qui sont bien précis. C'est la persistance de symptômes sévères. On ne parle pas de patients en classe 1 ou 2 bien stables, ce sont des patients en classe 3, voire plus, qui ont une dysfonction ventriculaire gauche sévère. On parle de fraction éjection inférieure à 30%, ou alors éventuellement, mais c'est plus rare, mais ça existe, des patients qui ont une insuffisance cardiaque droite isolée, dysplasie ventriculaire droite par exemple. On parle de patients qui ne sont pas opérables pour un problème valvulaire ou un problème congénital, et des patients évidemment qui gardent, et c'est un facteur pronostic défavorable, des taux de BNP, NT-proBNP importants malgré un traitement optimal avec une fonction ventriculaire gauche altérée. Dans ces critères d'insuffisance cardiaque sévère avancée, il y a des patients qui ont des épisodes répétés de congestion pulmonaire
ou systémique et qui requiert des épisodes, un traitement diurétique par voie intraveineuse ou un traitement inotrope. Et alors, Jean-Luc en avait esquissé un petit mot. L'évaluation de la capacité physique, la VO2, a son importance pour un petit peu mieux préciser, en cas de doute, les patients en insuffisance cardiaque à référer pour la transplantation cardiaque, à référer pour l'assistance cardiaque avec une pic VO2 inférieure à 12 ou en tout cas inférieure à 50% des valeurs prédites pour l'âge. Alors, l'algorithme du traitement des patients en insuffisance cardiaque sévère est un petit peu touffu, on va essayer d'en voir ça, mais vous voyez que la base de départ de discussion est la classification Intermax, qu'en tant que cardiologue, nous n'avons pas vraiment souvent l'occasion d'utiliser, qui est plutôt un problème, je dirais, interniste, mais dans le monde de la transplantation, mais dans le monde de l'assistance cardiaque, cette classification a toute son importance. Et je vous rappelle un petit peu ces différents profils qui ont été définis. Alors, ça passe du stade 1 à un stade 6 ou 7. Le stade 1, c'est le patient qui est en stade de choc critique, c'est le patient crash and burn. Donc, c'est sûr que c'est des patients de soins intensifs. Le stade 2, ce sont des patients qui se dégradent malgré un support inotrope. Donc, ça, c'est 1 et 2, ce sont des patients très malades aux soins intensifs. Le stade 3, c'est des patients qui, malgré un traitement ont besoin d'un traitement inotrope pour rester stables. Donc, ce sont des patients qui, évidemment, deviennent, on n'arrive pas à les sevrer d'inotropes. Le cas 4, c'est le frequent flyer, des patients qui sont hospitalisés récemment pour insuffisance cardiaque avec la nécessité d'un traitement invasif. Le stade 5, c'est des patients qui sont très symptomatiques, qui arrivent juste à faire un petit peu quelques activités de la vie de tous les jours, mais pas plus. Et le stade 6, on voit vraiment que ce sont des patients qui arrivent à peine à faire un petit peu plus. Le stade 7, je dirais que c'est les moins malades d'insuffisance cardiaque avancée, chez qui on peut éventuellement se baser sur l'évaluation de la VO2 pour poser une indication plus précise. Et donc, cet algorithme, je vais un petit peu le résumer en disant que finalement, que les plus malades, Intermax 1, Intermax 2, c'est certainement qui sont aux soins intensifs et qu'il faut voir s'ils vont évaluer. Et certainement, quand ils sont en choc, ce n'est pas le moment d'aller les greffer. Et évaluer les contre-indications, indications de la greffe cardiaque. Si oui, évidemment, on s'engagera vers la greffe cardiaque. Sinon, je pense que les assistances cardiaques sont une voie toute tracée et on peut même envisager que l'assistance cardiaque, les LVAT, servent en bridge vers la greffe cardiaque ou peuvent même être envisagées en destination thérapie, donc des patients qu'on ne greffera pas, mais qu'on peut envisager la pose d'un système d'assistance cardiaque. Et c'est maintenant une indication de classe 2A, donc certainement à considérer. Alors, voici les guidelines purs et durs, finalement. Vous voyez les recommandations. Vous voyez que très important, et c'est nouveau pour les patients qu'on considère pour une assistance cardiaque, l'évaluation de la compliance. La capacité que le patient a, que nous devons juger, que le patient sera capable de prendre en charge cette assistance et le support psychosocial sont vraiment des éléments importants à prendre en charge dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire. La prise en charge d'une insuffisance cardiaque avancée doit certainement être pluridisciplinaire pour juger un petit peu cette affaire. Et il n'y a pas seulement que des critères médicaux purs et durs, la compliance, le support psychosocial et un certain degré de capacité du patient est demandé. C'est un degré d'évidence, une classe d'évidence A, c'est un degré de niveau d'expertise, mais quand Jean-Luc le disait, c'est parfois un petit peu du bon sens quand on voit ce que les patients deviennent par la suite. La greffe cardiaque est recommandée évidemment chez les patients avec une insuffisance cardiaque avancée qui est réfractaire à un traitement maximal traité et qui n'ont pas de contre-indication. L'assistance à long terme, et c'est maintenant le degré d'évidence 2A, peut être considérée certainement chez les patients qui ne seront pas éligibles à la greffe cardiaque.
Et donc, sinon, l'indication principale de l'assistance cardiaque, on est un petit peu limité à ce niveau financier pour ces patients-ci qui sont des destination therapy, mais l'indication principale reste quand même pour les assistances cardiaques chroniques en bridge avant la greffe cardiaque. Et le degré d'évidence des assistances cardiaques est nettement augmenté actuellement avec les petites merveilles que nous avons maintenant comme assistance cardiaque sur le plan. C'est vraiment des petits bijoux au niveau technologique. Alors, au niveau des indications de la greffe cardiaque, je ne peux m'empêcher quand même de vous montrer cette dia. Évidemment, beaucoup de choses, évidemment que ces patients ont une mauvaise fonction cardiaque. Ces patients sont en bout de course. J'insiste sur le problème de l'hypertension pulmonaire, donc je ne parle pas, c'est l'hypertension pulmonaire qui est irréversible. Ces patients sont des contre-indications à la greffe cardiaque parce que si on les greffe, on va tout droit à l'insuffisance cardiaque droite. Et dans cette indication d'hypertension pulmonaire, éventuellement, le passage à une assistance cardiaque peut être considéré pour essayer de diminuer ces résistances pulmonaires élevées, et ça nécessite évidemment une réévaluation par la suite. Dans les contre-indications à la greffe cardiaque, il y a évidemment des choses qui sont évidentes. J'insiste, et c'est pourquoi l'approche doit vraiment être pluridisciplinaire également. L'obésité est une contre-indication à la greffe cardiaque. Généralement, on essaye quand même au-dessus de 35, c'est une contre-indication qui pour moi est absolue. Je pense que essayer de viser moins de 35, et personnellement, je dirais à viser au moins un 32 de BMI me semble correct. Évidemment, l'alcool et les problèmes de toxicité, d'abus de drogue sont des contre-indications à la greffe cardiaque. Et je reviens sur l'instabilité psychologique des patients. Si ça ne va pas à ce niveau-là avant la greffe cardiaque, il est illusoire de penser que cela va s'améliorer. L'importance du support social est importante pour s'assurer finalement de la compliance que le patient aura. Et je pense que l'évaluation psychosociale est importante, d'où le rôle de l'équipe pluridisciplinaire et doit être prise en considération à ce niveau-là. Ça me semble important et souligné dans les guidelines. En ce qui concerne les assistances ventriculaires gauche, la limitation, et rien à faire, reste toujours l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance tricuspide importante, les assistances cardiaques gauche essentiellement, le cœur total n'est pas encore là. Dans les guidelines, il y a un élément, je voudrais un petit peu terminer un petit peu par ça, c'est un petit peu le problème de la référence aux patients vers un centre, je dirais, un petit peu plus expert. Et voilà, si l'algorithme où on peut référer les patients, et je dirais que c'est parti finalement d'un statement de la Société européenne de cardio qui date de 2018. Et j'aime bien ce système parce que c'est facile un petit peu à prendre en considération, c'est I need help. Et donc, I pour inotrope, N pour la classe fonctionnelle qui reste un petit peu importante ou la persistance de peptides natriurétiques élevés. Évidemment, E pour l'atteinte d'organes cibles, E pour la fraction d'éjection quand elle est très basse. Les patients qui ont un défibrillateur qui délivre des chocs, évidemment, c'est un signe de gravité. Le patient qui a des orages rythmiques, le patient des chocs délivrés, c'est certainement une phase d'évolution dans la maladie. L'escalade, les œdèmes, on escalade au niveau de traitement diurétique, la pression qui est basse, il n'y a rien à faire. Le fait qu'on n'arrive pas à escalader nos médications en raison d'une pression basse est certainement un critère de gravité. Et l'impossibilité, donc, est certainement une valeur pronostique. Et dans ce contexte du need help, ce statement de 2018 est un petit peu intégré dans les guidelines et j'aime bien un petit peu ce concept et j'aimerais bien en terminer par là. Et finalement, ça montre bien un petit peu que la collaboration doit se faire entre tous, que ce soit entre les centres tertiaires, que ce soit, je dirais, dans les centres de première ligne. Et les centres de première ligne, je pense qu'il faut vraiment parler à ce niveau-là et avoir une référence
une discussion vers des centres plus spécialisés d'insuffisance cardiaque, qui, je pense, ont toute leur place. Et il existe également une place pour des centres plus tertiaires qui ont accès, et malheureusement, mais tout le monde ne l'a pas. Mais d'un autre côté, tout le monde n'a pas accès à la greffe cardiaque, tout le monde n'a pas accès à l'assistance cardiaque au système implantable. Mais d'un autre côté, multiplier le nombre de centres qui ont vraiment l'accès à toutes ces possibilités n'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça demande quand même un degré d'expertise et un degré d'expérience qu'il est important d'avoir pour manager ces assistances LVAT, ces assistances chroniques, pour manager ces patients en transplantation cardiaque. Et donc, c'est vraiment une collaboration entre les centres, je dirais, primaires, des centres, je dirais, où ils sont plus spécialisés, qui ont déjà une structure d'approche de l'insuffisance cardiaque plus spécialisée, avec des infirmières, avec un peu d'autres précises, et finalement la référence à des centres tertiaires où on peut avoir accès aux toutes dernières possibilités de traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors, I need help, c'est certain qu'on peut faire des grandes choses chez des patients en insuffisance cardiaque avancée, mais nous avons toujours des limitations. Et je pense que quand le patient arrive en insuffisance cardiaque avancée, la référence à des centres d'expertise a certainement son utilité, mais il faut savoir que parfois, nous devons lever le pied et considérer la fin de vie chez ces patients. Et la fin de vie doit être considérée, et il y a des critères évidemment, il y a des patients en cachexie, des patients qui n'ont pas de possibilité d'assistance chronique ou de transplantation, qui ont des épisodes sérieux d'admission fréquente, où le traitement ne suffit pas. Je pense que parfois, les soins palliatifs doivent être pris en considération. Et j'en arrêterai là de ma présentation finalement pour en revenir à l'écran. Et je pense que après cet exposé, je vais passer là. On a vu maintenant finalement toutes les notions au niveau théorique de nouveaux guidelines, mais une partie seulement parce qu'on a été ciblé. Je vais passer, je dirais, là, après que les deux brontosaures de l'insuffisance cardiaque ont parlé, je parle de Jean-Luc et de moi, puisqu'on a finalement pratiquement le même âge. On va donner la parole finalement aux jeunes pour nous montrer un petit peu l'application pratique dans notre vie de tous les jours.